Bonjour à tous. Il me semble que le cerveau collectif auquel je participe de mon côté depuis 7 ans, où je suis moi aussi un colibri, c'est-à-dire que je fais ce que je peux, on fait ce qu'on peut, et dans ce cerveau collectif, on est en train de mettre en évidence, de s'apercevoir d'une série de, comment dire, de mensonges ou d'erreurs, comme on veut, mais disons d'erreurs, sur des mots importants qui nous empêchent d'imaginer les solutions radicales, les solutions qui prendraient nos mots à la racine. Tout est parti de... Il faut que j'aille vite, donc je vais aller vite, mais tout est parti de 2005 à l'occasion de ce débat sur l'anti-constitution européenne. Je l'appelle comme ça maintenant, je ne savais pas ça à l'époque encore. Je pensais que c'était à l'époque une mauvaise constitution européenne. Parce que, en la lisant, je m'apercevais que ce texte ne nous protégeait pas, mais nous emprisonnait. Et ce point de départ de ma réflexion, c'est ce qui m'a réveillé, ce qui m'a transformé en colibri. Donc cette aventure-là, ce hasard, m'a conduit sur la piste de la Constitution, du droit. Je suis juriste de formation, donc ce qui m'amène à y aller naturellement. Et il me semble que le point commun de tous les résistants, de tous ceux qui se bagarrent contre les injustices sociales, écologiques, mais pas seulement, ça peut être financière, sociale, dans l'entreprise, la corruption des responsables, etc. Les différentes injustices sociales, je trouve que les militants qui résistent ont en commun leur impuissance. Nous avons en commun notre cause commune. Même si on se croit très différents, notre cause commune, c'est notre impuissance politique. C'est-à-dire le fait que, même si on se donne beaucoup de mal, même si on est très très nombreux, des millions dans la rue, on n'arrive pas à changer l'essentiel, on n'arrive pas à reprendre le contrôle du politique. On n'arrive pas à reprendre le contrôle de nos décisions collectives. On sait très bien, par nos militants justement, par nos experts, ceux qui passent leur temps à se concentrer sur un sujet, à devenir très pointus sur le nucléaire, très pointus sur les énergies renouvelables, très pointus sur la catastrophe financière, très pointus sur le droit du travail qu'il nous faudrait pour nous protéger des propriétaires, etc., etc. Même en ayant, grâce à ces donneurs d'alerte, grâce à ces résistants, même en ayant les alternatives, tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux, on dirait que nous nous heurtons à un mur d'impuissance qui est le même pour nous tous, et aucun d'entre nous, et c'est ça que j'imagine nous devrions changer, aucun d'entre nous n'essayons de comprendre, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est une loi qui tombe du ciel, cette impuissance politique? Est-ce que c'est vrai qu'on l'observe toujours et partout, on l'observe dans tous les pays du monde, et à toutes les époques, les peuples sont soumis à des maîtres qui décident tout à leur place. On ne leur laisse, dans le meilleur des cas, que la possibilité de désigner ces maîtres par ce qu'on appelle fallacieusement le suffrage universel. Pour moi, le suffrage universel, c'est voter nous-mêmes les lois auxquelles nous consentons. Mais donc là, on appelle suffrage universel le simple fait de désigner nos maîtres, et en plus, parmi des gens qu'on n'a même pas choisis, qui sont choisis par les plus riches. Ceux qui ont les moyens de s'acheter les télés, les journaux. Dans notre cerveau collectif, là, on a fait la semaine dernière la corrélation entre le nombre d'heures passées à la télé avant les élections et les résultats aux élections. C'est incroyable. C'est absolument parfait. Vous avez les points d'une courbe qui correspondent exactement, quand vous rapprochez les échelles, exactement la corrélation est parfaite. Celui qui va être élu, c'est celui qui est passé à la télé. C'est pas celui qui est le plus vertueux, c'est pas celui qui est le plus courageux, c'est pas celui qui a les plus belles valeurs, celui qui se donne le plus de mal, celui qui cherche le mieux l'intérêt général, celui qui écoute les autres, celui qui est patient, celui qui est gentil. Ça n'a rien à voir avec ça. Celui qui va être élu, c'est celui qui est passé à la télé. Donc, ce qui est important en politique, avec le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, ce qui compte, c'est qui possède la télé. Et nous, gentils, on appelle ça la démocratie. Nous sommes en train de nous apercevoir, nous qui avons éteint notre télévision,
et qui nous renseignons, qui nous parlons entre nous sur Internet, et puis ensuite on se voit dans des rencontres, nous sommes en train de nous apercevoir qu'on s'est fait enfumer sur le mot démocratie et puis sur quelques autres mots essentiels, que j'appelle des mots menteurs, et qui sont des mots vraiment importants. Si on se les réapproprie, ce qui nous paraissait des utopies deviennent des projets politiques faisables. C'était des utopies parce qu'on avait tous les mots à l'envers et qu'on acceptait de les utiliser à l'envers. Exemple. Donc, nous appelons démocratie, le pouvoir du peuple, un régime dans lequel le peuple n'a pas de pouvoir. Je vais juste faire une interruption pour varier les plaisirs. Je vais juste vous citer une phrase auquel je tiens beaucoup, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que c'est pensé comme ça depuis le début. C'est pas un accident, c'est pas une dérive, c'est pas un régime qui était bon qui est devenu mauvais. C'est un régime qui a été pensé dès le départ comme ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un régime des riches pour les riches par les riches. Je vais vous lire une citation de Sieyès, qui était un grand penseur de la Révolution française, enfin un grand historique, je veux dire, une crapule vendue, corrompue, qui s'est rempli les poches de l'or que lui a donné Napoléon plus tard. Enfin, je ne vais pas polémiquer. Mais en tout cas, Sieyès, qui est un des grands penseurs, un des penseurs les plus importants, pas un second couteau de la Révolution française, a écrit ceci texto. Ouvrez les guillemets. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils décidaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, toujours dit Sieyès, dans un pays qui n'est pas une démocratie, 1789, septembre 1789, qui n'est pas une démocratie, entre parenthèses, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Qu'on ne vienne pas me dire que les représentants servent le peuple. Depuis le départ, ils savent très bien qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent le prendre au peuple, ils font semblant d'être les serviteurs du peuple, et en fait, ils le maîtrisent. D'ailleurs, avant la Révolution française, j'en ai une autre petite, ça vient de Voltaire. Donc Voltaire était mort à l'époque de la Révolution française, il venait juste de mourir avec Rousseau. Et Voltaire avait écrit en quelques mots, vous allez voir comme c'est ramassé, sa philosophie qui est la même que celle qu'on va retrouver avec Sieyès. Et les concepteurs de nos régimes et les actuels promoteurs de nos régimes suivent la même morale de Voltaire. Pour Voltaire, une société bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Voilà la morale de Voltaire que nous sommes censés apprendre à l'école comme l'alpha et l'oméga, que j'ai appris, moi, comme l'alpha et l'oméga de la vertu, de la tolérance, de la bonté, du progrès, de la démocratie. Mon œil. Voltaire fait une très bonne icône pour les marchands de canons, pour les gens qui se sont engraissés en vendant des armes. Voltaire vendait des armes, j'ai appris ça. Voltaire était un fournisseur aux armées. Il ne faut pas que je développe. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein, Étienne si tu devais descendre dans un truc qui nous fait du bien et qu'on se dit, tiens, ouais, ça, on pourrait le faire ensemble. Alors, ce qu'on découvre, en fait, ça ouvre des portes. Hein, contrairement à la... C'est vrai qu'on pourrait lire ce que je dis en disant, mais quand même, il nous parle de mensonges, de mots à l'envers, mais concrètement et positivement, qu'est-ce qu'on fait? Mais attention, ce que je vous dis, ça me donne plein d'espoir. Hein. Si je devais... Mais oui, mais oui, si je devais compter sur la vertu des acteurs politiques, la vertu des élus qui aujourd'hui... Si vous ne le voyez pas aujourd'hui, vous ne le verrez jamais, qui ne servent que les banques, qui ne servent pas le peuple, ils servent les banques. Mais les banques qui les ont fait élire, c'est normal, il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont dans leur rôle, ils renvoient l'ascenseur à ceux à qui ils doivent leur pouvoir. À nous, ils ne doivent rien. Vous comprenez les courbes? Ils doivent leur pouvoir à ceux qui les font passer à la télé. Et nous, ils s'en tapent. Ils n'ont rien à faire des électeurs, vous comprenez? Ce qui compte, c'est le passage à la télé. Donc, si j'attends de ces acteurs politiques, de la vertu. Je vais attendre longtemps. Si j'attends la démocratie écrite par ces gens-là, ça n'arrivera jamais. Pourtant, il y a des gens bien là-dedans. Hein. Il y a des gens qui s'échinent. Il y a parmi les élus des gens qui cherchent à servir l'intérêt général. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont tous pourris. C'est pas ça que je dis. Je dis quand ils écrivent la Constitution, c'est-à-dire quand ils écrivent ce texte supérieur, je n'aurai pas le temps de développer, il faudra que vous alliez voir sur le net le détail, mais quand ils écrivent ce texte supérieur qu'ils devraient craindre, pour nous protéger, nous tous, nous avons besoin d'une constitution, c'est-à-dire d'un texte supérieur qui va nous protéger des tyrans, tous les tyrans, n'importe lesquels. On ne sait pas encore lesquels, mais une bonne constitution, elle devrait, si c'est nous qui l'écrivions, elle devrait nous protéger contre les tyrans, tous.
Or, il se trouve que ce texte, nous le laissons écrire. Idiots que nous sommes, enfin inconscients que nous sommes, ignorants, pas encore réveillés que nous sommes, nous laissons écrire la Constitution par ceux-là même qui devraient la craindre. Je pense que tout est là. Ce n'est pas du tout antagonique avec ce que j'ai entendu ce soir, c'est complémentaire. Je pense que les meilleurs résistants ont besoin d'intégrer dans leur logiciel, dans leur priorité, le fait qu'en plus d'avoir repéré le sabordage monétaire, en plus d'avoir repéré le sabordage énergétique, en plus d'avoir repéré le sabordage dans notre éducation, etc., en plus d'avoir repéré chacune des injustices sociales, leurs causes et les solutions, il faut que nous nous réapproprions le processus constituant. Il ne faut plus que ce soit les professionnels de la politique, des gens dont nous avons besoin, mais qui ne doivent pas écrire la Constitution. Il ne faut plus que ce soit eux qui soient dans le processus constituant. Alors comment on fait concrètement ? Il faut d'abord que nous soyons très nombreux à avoir compris que c'est là que se joue notre impuissance. C'est quand nous acceptons qu'un professionnel de la politique écrive le texte qu'il devrait craindre pour me protéger moi ensuite de ses éventuels abus de pouvoir. C'est au moment où je renonce là que je rends possible ma future et très prévisible impuissance politique. Et donc, si j'ai repéré cet endroit-là, j'ai repéré parmi toutes les causes de mes impuissances, j'ai repéré une cause importante. Hippocrate nous disait de chercher la cause des... C'est un médecin, il disait de chercher la cause des causes. Parce que quand on est malade, ça ne sert à rien de s'en prendre aux symptômes, il faut chercher la cause de la maladie. Quand on a trouvé la cause et qu'on s'en prend à la cause, eh ben on règle le problème. C'est pareil pour nous. Si on s'en prend au gaspillage ou à la mauvaise décision nucléaire et qu'on dit « cette décision nucléaire, elle est très mauvaise », on peut protester tout ce qu'on veut, mais on n'est pas du tout à la cause, on est sur une conséquence. Je pense que si on reprend le problème, si chacun d'entre nous essayons de remonter à la cause de nos impuissances qui font que malgré les efforts qu'on se donne, on n'arrive pas à changer les choses, on va tous converger vers un point qui est le même, qui est organisons, instituons d'abord notre puissance en écrivant nous-mêmes la Constitution, puis on se disputera après. Écrivons d'abord, regroupons-nous sur... Ça présente deux avantages. Un, d'abord, on se réunit, on arrête de se disperser puisqu'on a trouvé une cause commune. Et deux, au lieu d'être une conséquence, c'est une cause. C'est-à-dire que c'est bien plus malin, on va être bien plus efficace en s'en prenant à une cause qu'à une conséquence. On fait d'une pierre deux coups. En plus, on devient des millions à se bagarrer sur une chose commune. Instituons d'abord notre puissance, on se bagarrera sur les détails, sur ce qu'on fait après. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, si vous faites un référendum dans la rue, ça ne va pas marcher. La plupart des gens vont dire, si vous leur posez la question, il nous faut une assemblée constituante élue. Bon, c'est normal, on leur répète ça toute la journée, à la télé, à la radio, on leur répète que la démocratie est l'élection c'est la démocratie, je me dépêche. Je suis désolé, je peux tenir 7 heures, alors il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que j'arrive à garder juste le meilleur, le plus important. Oui, le plus important, c'est que pour que ça arrive, pour que ça advienne, pour que nous devenions un peuple constituant, c'est-à-dire instituant notre puissance au lieu de laisser instituer notre impuissance par d'autres, des professionnels de la politique, on n'a pas besoin de professionnels de la politique. Pour que ça advienne, il faut que nous le voulions. Pour qu'on le veuille, il faut qu'on se forme entre nous. C'est d'éducation populaire dont on a besoin. Et ça ne sert à rien, vous avez compris, d'attendre que ce soit les élus qui nous forment, les médias qui nous forment, les professionnels de ceci, de cela. Ça ne sert à rien. C'est à nous de nous former entre nous, à la base, en attendant rien de nos maîtres. À la base, on se passe le mot. Quand on sort de là, on dit « Attends, il y a un truc qui est important, c'est que la prochaine Assemblée constituante, elle ne doit pas être élue. Il faut qu'elle soit tirée au sort. » Ou bien que, s'il y en a qui ont peur du tirage au sort, mais bon, on pourrait discuter sur les peurs que ça vous fait, aucune n'est fondée. Le tirage au sort, avec les contrôles qui vont avec, à toute puissance pour nous protéger contre les abus de pouvoir, bien plus protecteur que l'élection et sa confiance illusoire qui ne fonctionne pas. 200 ans d'expérience de l'élection n'ont donné le pouvoir depuis 1789. 200 ans d'élection ont toujours donné le pouvoir aux riches. Oh, il y a une ou deux exceptions, rien quoi. Toujours le pouvoir aux riches. Alors que pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, j'ai pas le temps de développer, mais c'est ça qui compte, 200 ans de tirage au sort à Athènes. Tout va bien, ce soir en tout cas. 200 ans de tirage au sort, c'est les pauvres qui ont gouverné sans arrêt pendant 200 ans. Et moi, ça me fait bouger ce truc-là. Attends, ça c'est des faits. Je me dis, mais combien de temps
Si le tirage au sort donne le pouvoir aux pauvres, le pauvre c'est nous, c'est 99%. Si le tirage au sort, contrôlé, hein, c'est pas les tirés au sort qui votent la loi, hein, c'est nous qui votons la loi. Les tirés au sort, ils nous rendent les services dont on a besoin. Si le tirage au sort en politique garde le pouvoir au peuple et donne le pouvoir au peuple, et si l'élection donne le pouvoir aux riches, combien de temps encore, les 99%, nous allons défendre ce faux suffrage universel comme l'alpha et l'oméga de notre liberté? Combien de temps? C'est la question. Donc, dernier mot, concrètement, nous devrions, je suis en train de découvrir, bon, je fais des conférences depuis 1 an, 2 ans, et je rencontre des tas de gens, j'arrête pas de progresser, bon, mais je découvre aussi qu'il y a un truc qui marche mieux que la conférence, c'est l'atelier constituant. Demain, pas demain, oui, demain j'en fais un avec les maîtres ignorants à Paris, et puis j'en fais un autre à Die dans le Vercors samedi. C'est super ce truc. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, on peut être 10, hein, on peut être 20, on peut être 2 ou 3, et on va parler de la Constitution, c'est-à-dire qu'on va instituer notre contrat social. On va vérifier que c'est possible, que par exemple, ce qui nous manque, le référendum d'initiative populaire, eh ben oui, c'est vrai que ça tient en 3 lignes et qu'il suffit de les écrire. Et on peut même les piquer aux pays voisins, et puis quand dans le pays voisin, on regarde comment il a fait, on dit, mais c'est pas mal, il a mis premier paragraphe, un référendum d'initiative populaire est institué. Deuxième paragraphe, à l'exception des impôts. Ah bah tiens, pourquoi ils nous ont mis les exceptions des impôts? Et puis à l'exception des traités internationaux. Ah bah pourquoi ils ont mis ça? Bah le deuxième paragraphe, nous on va pas le prendre. On va prendre que le premier paragraphe dans lequel on a le référendum d'initiative populaire. C'est pas compliqué. Si vous faites ça, vous transformez en action ce qui est au départ qu'une idée. Ce sera la dernière phrase. Et vous allez voir que ça ancre en vous l'idée que c'est possible et que c'est beaucoup mieux. Des gens dont c'est pas le métier peuvent très bien écrire une bonne constitution. Des gens dont c'est pas le métier peuvent très bien écrire une bonne constitution. Et parce que c'est pas leur métier, ils écrivent une très bonne constitution pour tout le monde. Merci. Voilà,